L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Nous voici dans le dernier tournant de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. L'ultime affiche Nigeria-Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Instant CAN, votre émission de décryptage de l'actualité liée à la Coupe d'Afrique des Nations sur ESAE TV. Au menu de ce numéro, le décryptage des deux demi-finales, notamment Nigeria-Afrique du Sud et Côte d'Ivoire-RDC. Des reportages liés à l'ambiance qui a prévalu dans des bars ici à Cotonou et enfin des projections et pronostics notamment sur la finale Côte d'Ivoire Nigeria et la petite finale Afrique du Sud RDC. Et pour m'accompagner sur ce plateau, j'ai trois invités, deux habitués, notamment ma consoeur de tous les jours, Colombe Oussou, journaliste reporter sportif à ESAE TV. Colombe, bonjour. Bonjour Anaël, contente de partager ce plateau avec toi. Merci d'être toujours à mes côtés. Également, nous avons un autre habitué, Carles Kitome. Carl, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Anaël, merci de me recevoir une nouvelle fois et bonjour à notre ami qui est en face de moi aussi. Et un nouveau visage sur ce plateau, notamment notre confrère Ali Moumouni, chroniqueur sportif à Canal 3 et notamment entraîneur de football. Ali, bonjour. Bonjour Anaël, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors on va démarrer cette émission avec Colombe Oussou qui nous fait le point des demi-finales. Colombe. Oui Anaël, comme tu viens de le dire, samedi dernier, on a eu les demi-finales de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La première demi-finale, c'était entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. D'abord, au cours du match, le match est soldé sur un but partout. Donc, la prolongation passe aux prolongations, les tirs au but. Le moment d'angoisse et des prières où le Nigeria s'est finalement a pu sortir son épingle du jeu 4-2. Donc, le Nigeria s'est qualifié après la première demi-finale. La deuxième demi-finale a opposé la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo. Au cours de ce match épique, Sébastien Haller a marqué un but magistral. Son premier but de cette un but magistral qui a valu, ou bien qui a permis à la Côte d'Ivoire, j'y arrive, de valider son ticket pour la finale. Donc, dimanche prochain, au stade Alassane Ouattara, l'IBMP. Voilà, on aura une finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Merci à vous pour le point de ces actualités. Ali, la première demi-finale, le Nigeria qui s'impose devant cette équipe de l'Afrique du Sud. Tout s'est soldé au tir au but quand vous avez suivi la rencontre. En tant que journaliste et en tant que technicien à la fois, dites-moi un peu qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre qui a tenu le public du début jusqu'à la fin.
Moi, ma lecture de cette explication, je pense que les deux formations s'équivalaient au cours de cette explication. On sait que le Nigeria fait partie des favoris, sinon l'un des grandissimes favoris encore en cours, c'est bien entendu le Nigeria, un habitué de la compétition qui se retrouve, si j'ai bonne mémoire, la 16e fois à cette étape de la compétition, une demi-finale, contrairement à l'Afrique du Sud qui en a perdu un peu de vue après ses prouesses dans les années 90. L'Afrique du Sud qui revient aujourd'hui sur le plancher avec cette très belle performance et aussi avec cette nouvelle idéologie de faire jouer des joueurs locaux qui évoluent au plan national. Et on a vu une équipe qui a évolué, je dirais, façon crescendo. C'est vrai, ils ont eu une très mauvaise entente face à l'équipe des Aigles du Mali. Mais juste après, cette formation est restée, je dirais, constante sur sa performance avec ces joueurs qui se connaissent, bien entendu, très bien. La plupart qui évoluent avec notamment sur les 11 titulaires, je crois il y avait 8 qui venaient du Mamelodi Sundowns. Oui, près de 6 joueurs de Mamelodi Sundowns, dont 2 encore sur le banc, entre autres Mokoena qui est aujourd'hui blessé après ce coup musculaire qu'il a reçu lors des rencontres des quarts de finale. Et je pense que dans cette explication, les deux ont eu quand même les opportunités pour pouvoir s'offrir en fait la rencontre, que ce soit du côté du Nigeria. La preuve, les 2 buts inscrits au cours de cette explication des 120 minutes avant les tirs au but étaient sur penalty. Difficile quand même de trouver la faille, que ce soit du côté sud-africain, une formation qui joue défensif et qui arrive à contrecarrer procéder par les contre-attaques pour surprendre son adversaire. Idem pour le Nigeria qui aligne 3 défenseurs, Ajayi, Ekong et puis le troisième dont j'oublie le nom. Et puis les deux latéraux qui sont connus pour les performances en tant que piston, surtout en club, que ce soit de ce côté avec Olaïna ou encore sur le couloir gauche également. Donc je pense que les deux formations se sont neutralisées au cours de cette explication et le meilleur a gagné au cours des tirs au but. Pour moi, le Nigeria a pris suffisamment de temps pour se préparer face à cette formation sud-africaine qui, ma foi, se disait être au top prête quand même pour les tirs au but, mais le Nigeria s'est bien préparé. On a vu Nabali qui a apporté la réponse, je dirais, très efficace à Rowan Williams pour ces tirs au but. Il réussit à sortir 2, mais il n'équivalent pas pour le moment le record réalisé en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations par Rowan lors des quarts de finale avec ses 4 arrêts. Certes, il a réussi à sortir 2 et donc les Nigériens se sont suffisamment préparés. On a vu les changements qui ont été opérés en fin de rencontre avec l'entrée de Yann Adjo à la place de Osimhen. Tout ça s'est préparé pour qu'il y ait en fait cet avantage au tir au but et ils s'en sont sortis. Je dirais tout simplement bravo pour les Super Eagles. Bravo pour les Super Eagles. Aujourd'hui, Kales Kitome, les Super Eagles, notamment qui craignaient, on peut dire, une griffe, cette séance de tir au but à cause de Williams, qui est un gardien exceptionnel, mais pendant ce match, il n'a pas répondu aux attentes. En fin de compte, c'est plutôt Stanley qui sort ses gants et qui sort notamment 2 pénaltys et au final 2 seulement marqués de l'autre côté. Le Nigeria qui s'impose finalement sur les tirs au but qu'il craignait à l'avance. Ce Nigeria, est-ce qu'on peut compter sur ce Nigeria pour la suite de cette compétition? Moi je dirais d'entrée que moi je compte beaucoup sur cette équipe du Nigeria pour ce qu'elle me montre depuis le début de la compétition. Mais au sujet de cette affaire de pénalty, je vais faire remarquer que l'Égypte avait compté sur les pénaltys, ça n'a pas marché. L'Afrique du Sud, cette fois-ci, a misé sur les pénaltys, ça n'a pas marché non plus. Ça veut dire que dans cette compétition, chacun vient et joue crânement ses chances. Personne ne vient pour vendre de la patate. Donc, les Nigérians, ils ont eu peur, ils se sont préparés, ça a marché. Et les Égyptiens, ça leur a été arrivé aussi. Donc, il faut se préparer dans tous les compartiments pour réussir. Mais dans le jeu, j'ai pu remarquer que c'est la seule fois où le Nigeria a eu du mal à jouer, à développer son jeu par rapport à tous les autres matchs. Le Nigeria, le milieu sud-africain a su se mettre vraiment en position. Ils ont joué en bloc compact, ce qui a empêché les Nigérians. On a vu Simon qui ne pouvait pas faire les débordements comme dans les matchs précédents. Et Moses non plus ne pouvait pas. Et Aina non plus ne pouvait pas. Ils ne pouvaient pas avoir la percussion qu'ils avaient eu au cours des premiers matchs. Ça a freiné plus ou moins les ardeurs de l'équipe nigériane. Même si l'équipe a été très efficace et a bien joué, ils n'ont pas pu avoir les percées qu'ils faisaient habituellement. Simon a tout fait Osimhen a tout fait pour perturber la défense, mais ils ne pouvaient pas nourrir comme il fallait. Donc ça les a un peu fatigués. Ils ont fait le premier mi-temps. Vous êtes
avis. Justement, j'allais le dire, dans ces propos, il y a une petite contradiction. Quand vous parlez de l'Afrique du Sud qui vient et qui s'attend à posséder au tir au but, je pense que les Sud-Africains ne se sont pas attendus au tir au but. Ils savaient qu'ils avaient des atouts. C'était leur point fort. Non, ils sont venus jouer pleinement le match. Mais ils savaient qu'au tir au but, ils avaient plus de chance. Donc, pour eux, ils n'avaient pas peur de ça. Mais c'est les gens qui avaient peur de ça qui ont pu tirer leur épingle du jeu. On a vu même à un moment donné, le Nigeria, même quand le Nigeria a décroché le premier penalty finalement marqué par Ekong, quand normalement une équipe arrive à décrocher le penalty dans le match, l'équipe se dit bon, tout peut bien se passer, mais on ressentait cette crainte-là malgré qu'ils avaient déjà le penalty, tant que la balle n'était pas dans les filets, on ressentait directement la crainte que tout pouvait arriver, Williams pouvait encore répondre et arrêter, donc ce n'était pas tiré d'avance. Le Nigeria craignait, redoutait les séances de tir au but, et alors que l'Afrique du Sud se disait bon, même si on allait là-bas, notre gardien sera là pour répondre favorablement. Je crois que c'est ce que Carles Kitoume ça n'a pas empêché l'Afrique du Sud d'essayer de faire le jeu comme il le pouvait, et puis on a vu en première mi-temps, même au début, ils ont été plus tranchants que les Nigérians. Ils ont s'attendre à passer au tir au but, sous-entend mettre en place un système, par exemple, égyptien dont vous parlez. Quand on regarde la formation égyptienne lors de la CAN précédente, on a vu une équipe égyptienne qui jouait beaucoup plus bloc bas et qui ne montait pas du tout et qui essayait de conserver sa cage inviolée afin de procéder par des contre-attaques. Et celle-ci, on sait directement et d'office qu'elle comptait, par exemple, sur ces derniers remparts, bien entendu, Gavaski qui nous a surpris lors de cette compétition. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Rowan Williams, que ce soit pour cette compétition ou encore pour les compétitions continentales, parce que c'est des habitués, ils sont habitués à jouer beaucoup plus sur le continent, si je dis beaucoup plus sur le continent, à jouer beaucoup plus de compétitions d'une telle envergure, et puis à l'échelle continentale. Et donc pour moi, c'est des joueurs qui sont habitués à une telle pression, et donc les voir à cette étape, vous avez vu, ils ont joué librement. C'est vrai qu'en défense, ils ont des joueurs qui sont psychologiquement forts, quand je cite entre autres Mvala, bien entendu, on l'a vu lorsque on procédait, lorsqu'il y avait cette première édition de African Football League, il a été impeccable dans cette charnière de Mamelodi Sundowns. Donc, pour ainsi dire que la formation s'était quand même psychologiquement préparée pour procéder quand même, pour atteindre les niveaux des tirs au but, c'est-à-dire ne pas avoir peur des tirs au but pendant cette explication, mais sans pour autant laisser le jeu au Nigeria. Et justement, voilà pour ce qui explique leur domination sur le côté de la possession et au fil du temps, bon voilà, ça a été le résultat qui a sanctionné cette rencontre, les tirs au but, 4-2 pour le Nigeria. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le premier penalty obtenu par le Nigeria, justement, ça a été préparé. Vous allez voir les chuchotements entre Nigériens, Osimhen qui revient voir Ekong. Justement, ils se sont psychologiquement, quand vous voyez cette discussion, vous comprenez d'office qu'ils se sont préparés. Ce n'est pas la première fois que le Nigeria obtient un penalty au cours de rencontre. Contre la Côte d'Ivoire, c'était le cas. Mais personne n'est venu chuchoter dans les oreilles de Ekong avant le tir face à Yaya Fofana. Donc ça a été bien préparé et il fallait faire des rappels. C'est des faits de jeu qui montrent directement que le Nigeria craignait effectivement ces gardiens de but. Voilà. Il faut rappeler aussi, pendant ce match-là, on a eu la bonne pub qui a été faite à la VAR, puisqu'on était déjà à 2-0. Mais l'arbitre, après avoir consulté la VAR, il est revenu sur la faute qui était sur de 2-0, on est passé à un but partout. Ce qui a chamboulé le match jusqu'à ce qu'on ait 4-2. Donc, il faut dire que cette VAR, quand même, il apporte un bien quand même. Tu viens quand même. Ça apporte du bien au football. Oui, mais dans cette CAN, c'est la deuxième fois que Osimhen met un but qui est annulé après par la VAR. Justement, quand il y a donc, et tout il a bien quand il y a un anti-jeu, permettez que la VAR revienne là-dessus. Mais c'est vrai, ce qu'il faut déplorer pour la VAR. Pour moi, je suis toujours pour la VAR, mais ce qu'il faut déplorer par moment, il y a des actions pour lesquelles la VAR ne retourne pas sur les actions précédentes. On peut dire peut-être c'est trié par équipe, mais bon, ça, on ne va pas se permettre de faire des préjugés, mais de toutes les façons, ce qu'on sait, c'est que ce sont des êtres humains qui sont au niveau de cette régie K et puis qui s'occupent bien entendu de ces machines et d'une manière ou d'une autre, comment c'est toute œuvre humaine et imparfaite. Donc voilà, on peut essayer de les comprendre. La fête était belle du côté de Abidjan, du côté de la Côte d'Ivoire pour ce match avec entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, mais également ici à Cotonou.
bien de choses se sont passées Colomboussou pour ce match principalement. Vous étiez sur le terrain, vous avez vu des équipes, des supporters supporter leurs équipes. Que s'est-il passé dans cette soirée? Bien sûr, Anna, j'étais du côté du stade sur l'esplanade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, où j'ai eu quelques impressions des supporters, surtout nigériens, qui étaient dans la foulée, de l'euphorie et tout. Mais bon, je voulais suivre le reportage. Ils sont nombreux réunis ici à la fan zone installée sur l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou ce mercredi 7 février 2024. Regard rivé sur l'écran géant, chaque supporter espère voir son équipe passer. Omar Amine donne le coup d'envoi de la partie et c'est le début d'angoisse des supporters avec une première partie non fructueuse pour le Nigeria. Les efforts nigérians sont récompensés à la 63e minute. Victor Osimhen est victime d'une charge illicite dans la surface de réparation. William Trost-Ekong se charge de la sentence. Voici un pénalty qui vaut très cher. Le capitaine William Trost-Ekong pour marquer le but 1-0. Les supporters exultent. L'Afrique du Sud baisse le rythme et Victor Osimhen en profite pour doubler la mise. Pour Victor Osimhen, un but en demi-finale. 2-0, le Nigeria est tout proche de la finale. Malheureusement, le but est annulé pour une faute commise dans la surface nigériane au début de l'action. Le Nigeria, qui se voyait déjà dans un fauteuil, les doigts de pied en éventail en finale de la CAN, doit repartir au charbon. Un calme s'installe à Kourounou. Et l'Afrique du Sud reprend le ballon. Il reste une vingtaine de minutes au Bafana. Touché mais pas coulé, l'équipe du Nigeria tient bon. À la 111e minute, Mofi part seul au but mais s'écroule, déstabilisé par le tacle de Kekana à l'entrée de la surface. Pas de pénalty pour le Nigeria, mais un rouge pour le Sud-Africain en position de dernier défenseur. Bien vu, monsieur l'arbitre, il y a rouge de Kekana. À 11 contre 10, le Nigeria profite pour donner le dernier coup de collier. Terminé, un but partout. Et il va donc falloir passer par les tirs au but pour départager le Nigeria et l'Afrique du Sud. Les dents se resserrent et les supporters de leur position se transforment en côte. Le premier tir est réussi. Alors sonne l'heure de la délivrance, le dernier. Enthousiastes, les supporters nigériens livrent leur impression et se voient déjà en possession de la coupe. Nigeria na confirm wey dey play ball. All of them make it do better for country Nigeria beg. Les regards sont désormais tournés vers dimanche 11 février prochain pour voir le vainqueur de cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Passons maintenant à la deuxième demi-finale, Côte d'Ivoire-RDC, cette demi-finale qui a tenu tout le monde avant et après également, on en parle beaucoup. La Côte d'Ivoire, les éléphants qui passent en finale aujourd'hui, après tout le parcours, est-ce que c'est bien mérité, Ali Moumouni? Au vu de la dernière performance face à l'équipe de la République démocratique du Congo, il faut reconnaître que c'est bien mérité et comme on le dit souvent, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'une seconde chance. Elle a su bien profiter de cette main qui lui a été tendue, bien entendu, parce que si on se réfère à ses performances lors du premier tour où elle termine avec seulement 3 points avec un goal average de -3, je pense que c'est déjà mort si on était à l'édition précédente de la Coupe d'Afrique des Nations. Heureusement, il y a eu une défaite de l'Algérie qui a pris pas là. Il y a eu également la victoire du Maroc et puis tout ça mis ensemble permet donc à la Côte d'Ivoire de valider son billet, de composter son billet pour les 8e de finale. Et donc, comme on l'a dit, psychologiquement, cette formation elle est revenue. C'est vrai qu'il y a eu des ajustements qui ont été effectués du côté des dirigeants au niveau de la fédération, le remplacement de l'entraîneur qui a été par MS Faye, son adjoint. Et donc, quand on prend tous ces paramètres mis ensemble, je pense qu'il y a de quoi que la Côte d'Ivoire aille
se retrouvent à cette étape de la compétition, puisque quand on les voit lors des huitièmes de finale face au Sénégal, ils étaient menés. C'est vrai que les Sénégalais ont été beaucoup plus minimalistes, mais quand on voit au bout de la rencontre, au bout des 90 minutes, la résilience des Ivoiriens qui n'ont pas lâché prise, qui n'ont pas baissé les bras, qui ont poussé comme s'ils pouvaient égaliser, et finalement ils ont pu égaliser. Je pense que bravo, il faut les féliciter pour tout cet effort. Pour les quarts de finale, c'était pareil également face au Mali, mené, et puis dans l'ultime seconde de cette explication, réussi à revenir au score. Je pense qu'il faut avoir un mental d'acier pour pouvoir résister à cela, et avec le 12e homme, ils se mettent suffisamment de pression, ils se disent qu'on n'a plus la chance de perdre cette nouvelle chance qu'on a eue, mais face à l'équipe de la RDC, je pense que là, on a vu une équipe ivoirienne qui était, je dirais, un cran au-dessus de son adversaire. C'était une très belle performance. Une très belle performance, Carles Kitome. Les supporters ivoiriens l'ont dit à Cotonou. Un ressuscité ne peut pas mourir encore. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en finale. Est-ce que pour cette finale-là, cette résurrection va continuer jusqu'à la fin? C'est dimanche que nous pourrons avoir la réponse à cette question. Mais tout ce que je tiens à noter, c'est que c'est le match le plus accompli de la Côte d'Ivoire. Le meilleur match dans l'engagement, dans l'organisation tactique, dans la discipline et dans cette envie de gagner. C'était le match le plus accompli. Moi, je comptais beaucoup sur les Sud-Africains, mais les Ivoiriens leur ont proposé un jeu qui a pu quand même les fêter complètement. Ils n'ont pas pu. Je ne les ai pas reconnus. Des Congolais. Des Congolais, j'allais dire. Je ne les ai pas reconnus, les gars de la RDC. Je ne les ai pas reconnus. Et dans ce match-là, la Côte d'Ivoire s'est mise à un cran au-dessus. Bon, en fait, mentalement, ils étaient mieux préparés. Ils ont corrigé beaucoup de choses. Et ils ont intégré certains joueurs qui ont donné en fait, ce qui manquait un peu d'envie à cette équipe qui était un peu trop suffisante au début. Cette équipe qui est venue dans cette rencontre un peu diminuée de quelques joueurs phares, mais qui a répondu. Mais ceux qui sont venus ont essayé de justifier le choix. En fait, ils ont voulu quand même confirmer qu'ils ont leur place dans cette équipe et ils ont apporté un nouvel esprit qui a quand même accompagné de façon favorable tous ceux qui étaient là. Sinon, si nous voyons Gradel, Série, tout ça, ils avaient beaucoup donné au cours des deux précédentes rencontres. Ils étaient un peu émoussés. Mais ceux qui sont venus leur apporter une force qui a permis de montrer ce qu'ils savaient faire à côté de ceux-là qui avaient un peu plus d'énergie qu'eux. Donc, ce jeu-là a complété ce savoir-faire, l'expérience des plus anciens, et ça a permis à l'équipe de gagner. Et puis, Alec qui signe son premier but, un joueur qui est incertain, est venu, il a essayé d'influencer plusieurs matchs, mais là, il a signé son premier but, et ça apporte quand même quelque chose de très positif au mental de ces Ivoiriens qui vont encore surfer sur ça pour la finale, forcément. Ali, je pense que pour les joueurs qui étaient absents, pour moi, c'était un non-lieu, parce que quand on parle d'équipe nationale, pour la plupart, c'est les meilleurs au plan mondial qui sont convoqués. Et donc, ceux qui sont sur le banc, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Ceci dit, tout simplement, c'est vrai que l'entraîneur opère des choix compte tenu de l'adversaire et de la vision du jeu. Donc, pour moi, c'était un non-lieu tout simplement pour parler de ces absences, entre autres Kassogoro, Kwame ou encore Serge Aurier qui était absent pour cette explication. Mais s'il faut regarder dans l'ensemble par rapport à la performance, que ce soit l'apport, la discipline et puis voilà, sur le plan tactique et les choix opérés par Faye, je pense que la Côte d'Ivoire s'est transcendée sur cette rencontre-là face au Congo. Parfois, on peut aussi se demander pourquoi des sabres d'une manière ou d'une autre aussi à opérer les changements dans son milieu de terrain, parce que à défaut de procéder par le 4-3-3 habituel, il l'a maintenant fait avec une pointe haute ou une pointe basse au lieu de pointe haute. Donc assez de modifications apportées. Peut-être qu'on se disait, il craignait cette formation ivoirienne et donc déjà ça a joué sur son équipe. Vous allez voir après l'entrée de Théo, il y a eu une percussion 2 fois sur la défense ivoirienne. Il a même trouvé le petit filet et donc on aurait pu commencer par ce joueur qui était le titulaire, qui a apporté beaucoup plus de vivacité dans le milieu de terrain de la RDC. Ça n'a pas été le cas. Autre chose, il ne faut pas oublier également, c'est des joueurs qui ont aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup n'aiment pas parler de cette actualité, ils ont une autre pression psychologique compte tenu de l'actualité dans leur pays. On verra le bandeau noir attaché au niveau de leur bras droit. Donc je pense que tout ça entre en jeu d'une manière ou d'une autre. Là, c'était quand même une occasion pour se faire entendre. Malheureusement, ils n'ont pas pu passer le tour. Ils vont essayer de disputer la 3e place face à l'Afrique du Sud. On espère pour eux, Colomboussou, pour cette demi-finale Côte d'Ivoire face à la RDC. Je dois toujours dire, Anaël, cette équipe, cette nation, la Côte d'Ivoire, il y a une âme qui suit et qui protège toujours cette équipe, parce que c'est là où on s'attend le moins, là où on se dit, bon, tout est fini, qu'elle
se relève. Donc, pour cette finale, je crois qu'elle sera âprement disputée. On aura une belle finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. On en parlera tout à l'heure. Et pour l'instant, cette soirée, pendant cette demi-finale, j'étais comme vous sur le terrain également, notamment dans le fief des Ivoiriens, une des bases des Ivoiriens ici à Cotonou, notamment la station continue, où on a vu les Ivoiriens partager ces moments, célébrer et c'est cette demi-finale-là qu'ils ont emporté par la suite. La qualification en finale, c'était avec beaucoup d'immaturité, beaucoup d'émotions. Je vous laisse suivre l'élément. On ne vaut rien, on est qualifié. Vous allez voir ça a même été le slogan après le coup de Mato, c'est on ne vaut rien, on est qualifié. Je vous laisse suivre ce reportage signé par moi-même, accompagné de Quentin Amoussou. C'est fait. Au bout de 90 minutes, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 au terme de match soldé sur le score de 1-0 face à la RDC. Au maquis, la station continue, une des bases des Ivoiriens à Cotonou. La joie est totale. Il y a longtemps que Congo. On est fort que Congo, il y a longtemps. Quand ça là, c'est pour Côte d'Ivoire. Je l'avais dit tantôt, j'avais dit déjà que les Ivoiriens allaient arriver en finale. Parce que le revenant, si le revenant est revenu, il ne peut pas mourir encore. Ça veut dire que c'est tout droit jusqu'à la fin du combat. Et là aujourd'hui, c'est une fierté pour tous les Ivoiriens, pour toute l'Afrique entière, parce que ça n'a pas été facile pour arriver là. Et grâce à Dieu, nous sommes en finale aujourd'hui. Je pense que cette coupe-là, elle va rester en Côte d'Ivoire. On a quitté de loin. Les gens n'ont pas cru en nous. Aujourd'hui, on veut leur montrer que la Côte d'Ivoire, c'est le pays du football. La joie est tellement immense. On ne peut pas décrire cette joie. La fièvre de la victoire ouvre la perspective de la finale contre le Nigeria. Les supporters ivoiriens se projettent déjà dans l'ultime étape avant le sacre. Il faut retenir une chose. Allez-y dire aux Nigériens. Ils ont gagné la Côte d'Ivoire de Gassé. Mais cette fois, c'est la Côte d'Ivoire de Faye et Metz. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire d'un Ivoirien, je pense qu'ils ne vont pas arriver au tir au but. Le message est envoyé, ils ont entendu. La CAN, c'est chez nous. On remporte cette CAN. C'est chez nous. La CAN, c'est chez nous. C'est nos frères, ils vont ouvrir pour nous. Ça va avoir. Ils vont déjà pour nous, on les frapper. C'est Nigeria, c'est Frère Saya. En causer, ça prend. Mais c'est que pour toi, c'est pour toi. Le dimanche 11 février prochain marque l'épilogue de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 avec beaucoup d'espoir pour la Côte d'Ivoire. Dernière manche de cette émission, on parle des finales, notamment la grande finale, la Côte d'Ivoire face au Nigeria, et la petite finale, l'Afrique du Sud face à la RDC. La Côte d'Ivoire face au Nigeria. Ali Moumouni, aujourd'hui, avec ce qu'on a vu en demi-finale avec ces deux formations, est-ce qu'on peut dire qu'une des deux équipes pas favori sur cette rencontre-là? Avec le parcours de la Côte d'Ivoire, et puis voilà. Le Nigeria qui est toujours en train de réaliser un parcours sans faute. Moi, je voudrais d'abord commencer par dire que ce sera le remake de la deuxième journée de la poule A. Effectivement. Le Nigeria qui s'était imposé à la fin du sur un penalty inscrit par Trostekong. Donc, ça va être un remake de cette explication. Ce serait peut-être l'opportunité pour la Côte d'Ivoire de prendre sa revanche sur cette formation. Il y a quelques années, les deux équipes se sont rencontrées en match amical pour préparer notamment les compétitions à l'échelle internationale et au niveau de l'Afrique. On a vu la Côte d'Ivoire qui l'a emporté. Pendant le début de cette compétition en phase de poule, le Nigeria l'emporte. Dans le bref délai, on peut dire que ces deux équipes sont à 1-1, un partout.
voilà la rencontre qui va peut-être les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est vrai que c'est deux équipes qui ne s'affrontent pas souvent, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Disputer un match amical et une compétition, une finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas les mêmes enjeux. Voilà, c'est pas les mêmes enjeux. Et même d'ailleurs, une rencontre en phase de poule. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, en ce moment, pour cette première explication entre les deux équipes au cours de cette compétition, le Nigeria était déjà blessé. Ce Nigeria qui avait commis ce premier faux pas face à la Guinée équatoriale qu'il a tenu en échec, 1 but partout après son entrée en liste. Le Nigeria avait obligation de résultats pour espérer poursuivre dans la compétition, donc assez déterminé pour remporter cette explication. Par contre, la Côte d'Ivoire était dans l'euphorie de la victoire de la première journée face à l'autre formation, je pense bien de la Gambie. Et donc, voilà. Un peu plus dans les vapes, pas très concentré. Pas trop concentré, d'une manière ou d'une autre, se trouvant déjà à la hauteur de sa compétition. Malheureusement, ils sont vite redescendus sur terre et ce qui leur a permis d'avoir ce brillant parcours jusqu'à cette étape. Et donc, ça va être joué sur les détails parce que le Nigeria non plus n'a pas eu un parcours flamboyant, n'a pas surfé sur tous ses adversaires. Les scores, pour la plupart, c'est souvent au minima 1-0 ou encore avec un penalty. Et donc, il faut voir que cette formation nigériane ne va pas baisser les bras. Et puis, moi, quand je regarde surtout avec l'ambiance qui prévaut aujourd'hui au sein de cette équipe du Nigeria, je vois une équipe qui est beaucoup plus soudée. À l'image, bien entendu, de la Côte d'Ivoire, vous voyez un Osimhen qui n'est pas préoccupé par le fait de marquer des buts, par ce qui est son premier rôle, marquer les buts. Mais le plus important pour cette équipe nigériane, c'est de gagner. Et je pense que ça va être vraiment très compliqué cette finale, que ce soit aussi bien pour la Côte d'Ivoire ou pour le Nigeria. De toutes les façons, les deux équipes étaient favoris au départ. La Côte d'Ivoire a perdu son titre de favori après les trois premières journées. Et donc aujourd'hui, elle a peut-être retrouvé à moitié. Mais le Nigeria reste toujours favori pour cette compétition, pour cette finale. Mais ça va se jouer sur les détails. Carles Kitome, on a vu tout à l'heure dans le reportage, notamment un supporter qui disait que le Nigeria avait battu la Côte d'Ivoire de Jean-Louis Gasset, qu'aujourd'hui c'est la Côte d'Ivoire d'un Ivoirien, MS Faye, que les choses ne seront pas pareilles, que les jeux seront conclus même dans la rencontre, qu'ils n'iront pas au tir au but. Est-ce que vous êtes d'avis? Je suis confiant qu'il y aura un beau match au vu de ce que présente chacune de ces formations. La Côte d'Ivoire, depuis les huitièmes de finale, s'est transcendée. En demi-finale, c'est un autre visage carrément et ça fait plaisir de voir cette équipe qui est en finale et qui va forcément tout faire pour remporter le gain de la partie. Et le Nigeria qui fait tout, je l'ai déjà dit, le Nigeria joue en fonction de l'adversaire. Le Nigeria ne vient pas pour écraser quelqu'un, il joue en fonction de l'adversaire, il fait tout pour tirer son épingle du jeu et il joue ensemble avec une défense qui se prend rarement à défaut. Mais il faut savoir que ces deux équipes-là sont des équipes qui s'accrochent. Le Nigeria a déjà 3 trophées à son actif, la Côte d'Ivoire 2. Mais il faut remarquer que la Côte d'Ivoire a été sacrée en 92, le Nigeria lui a succédé en 94. Le Nigeria est venu en 2013, la Côte d'Ivoire lui a succédé en 2015. Donc c'est des équipes qui se suivaient et qui se suivent. Donc c'est vrai que le Nigeria avait déjà remporté en 80 et maintenant ce serait comme pour se départager un peu, celui qui va passer devant l'autre. Mais pour ce match, je crois que ça va être très beau, ça va être vraiment excitant si les équipes se relâchent comme en demi-finale, si les équipes ne commencent pas, si la pression, l'enjeu ne tue pas le jeu, ça va être une très belle finale et on verra qui va gagner. Colomboussou, directement votre pronostic pour cette rencontre? Je n'aimerais pas faire un pronostic parce que je crois que je peux dire que le Nigeria c'est un groupe uni, la Côte d'Ivoire a un MS Faye à la tête de cette sélection-là qui fait de beaux changements, un bon travail. Donc, je suis un peu sceptique. Vous êtes un peu sceptique. Ali Mouni va nous donner ses pronostics pour cette finale et notamment pour la petite finale, les Bafana contre les Léopards, l'Afrique du Sud face à la RDC également. Vos pronostics pour cette rencontre, pour ces deux rencontres notamment? Quand on regarde les deux équipes au vu de leur parcours, c'est des équipes qui ont du mal d'abord à trouver le chemin défilé. Ils n'ont pas inscrit assez de buts en dehors des 2 euros de la Côte d'Ivoire d'entrée lors de la première journée. Et donc pour moi, je pense que cette rencontre peut aller jusqu'au tir au but. Mais pour le moment, je me permets quand même d'avoir ce petit penchant pour le Nigeria, 2-1. 2-1. Pour la rencontre entre Afro du Sud Congo, je pense que les Sud-Africains vont le remporter 3-1.
Merci beaucoup. Kales Kitome. Moi, j'ai pas envie de faire de pronostic aujourd'hui. Toutes ces 4 équipes me présentent un jeu qui me plaît beaucoup et je n'ai pas de penchant. Je sais que l'Afrique du Sud paraît beaucoup plus soudée que la RDC est mentalement plus fort. Et en finale, il y a le 12e qui va aider la Côte d'Ivoire à supplanter le Nigeria. Sinon, techniquement, il va dire que le Nigeria a un peu plus de chance que la Côte d'Ivoire, mais l'apport du 12e peut tout changer. Merci à vous pour ces pronostics. Eh bien, nous sommes à la fin. N'oubliez pas qu'il y avait le 12e homme lors de la rencontre face à la Guinée équatoriale. mais ils l'ont perdu. Merci à vous. Merci tout le monde. Merci, chers amis internautes, de nous avoir suivis. Les pronostics, vous les avez entendus. On se retrouve très prochainement pour décrypter les matchs de la finale et puis de la petite et de la grande finale. Je vous souhaite de très belles rencontres en compagnie de ces équipes-là et on se retrouve ici très prochainement pour les décryptages. Time.